Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Quel bilan tirez-vous de la conférence des partenaires au développement des Comores? D'abord, merci beaucoup de cette interview. RFI, c'est une radio génie aux Comores, donc merci beaucoup. Et le bilan, c'est un bilan positif. Lorsqu'on a atteint les objectifs à 100%, on ne peut pas rêver mieux. Donc aussi les annonces qui ont été faites, c'est quand même intéressant. Bon, maintenant, effectivement, le deal qui reste, c'est la concrétisation. Comment faire en sorte que les annonces qui ont été faites soient concrétisées. Et ça, c'est le défi que nous avons à relever. Alors 4,3 milliards d'euros promis pour les Comores, mais maintenant il faut passer de la parole aux actes. Tout à fait. Donc pour moi c'est positif ces annonces. Maintenant, on va mettre en place un haut conseil de suivi pour essayer de diversifier ces opérateurs ou bien ceux qui ont annoncé, que ce soit le bilatéral, le multilatéral ou le secteur privé. Et puis on va les voir un à un dans les projets qu'ils ont annoncés pour voir comment on va les concrétiser. Qui sont vos principaux partenaires dans cette affaire ? La France, quand même, c'est bien prononcé. Le Japon aussi. Les Émirats arabes unis. Les Émirats. Les Émirats, l'Arabie saoudite par le biais du fonds saoudien. Djibouti, sur le plan bilatéral. Et puis, entre autres, il y a les fonds privés. Au Comores, ça fait la troisième fois qu'on fait une conférence de bailleurs de fonds. Et aucune n'a été suivie. Pourquoi les deux précédentes conférences n'ont pas été suivies des faits, justement ? Je suis mal placé pour le dire parce que moi, la première, je l'ai fait en 2005 et je partais en 2006. Et mon collègue qui m'a succédé, on était au bureau, je lui ai donné le dossier, je lui ai dit, écoutez, je savais que je allais partir en 2006, mais quand je l'ai fait, c'est pour vous. Mais finalement, non seulement il n'a pas assuré le suivi, il en a fait un autre en 2009 à Doha. Il est parti, il a donné à son successeur. Bon, je suis mal placé pour le savoir. C'est pourquoi, moi, maintenant, le deal que j'ai. La conférence, je ne vais pas donner le dossier à quelqu'un. C'est moi, parce que je suis là, Inch'Allah, jusqu'à 2024. C'est moi qui dois concrétiser ça. Et j'espère qu'on aura le temps de mettre les jalons pour que la suite, enfin, ceux qui vont suivre, ils peuvent continuer les projets qui vont être mis en place. Alors, le plan Comores émergent vise à faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Ça veut dire que vous espérez rester au pouvoir jusqu'au moins en 2029 ? C'est-à-dire vous vous représentez en 2024, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas la traduction. La traduction, c'est que nous, on a un plan émergent en 2030, que ce soit moi ou n'importe qui vient, il assure la continuité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que moi je vais rester jusqu'à 2030. Non, c'est pas la traduction de l'émergence, c'est pas Azali, c'est pour le pays. Oui, mais vous serez candidat en 2024. Je ne sais pas encore. Je viens de commencer et maintenant je m'occupe de ce qu'il y a maintenant. En 2024, on a le temps d'en parler. Quelles sont les priorités de ce plan de développement ? Les priorités, c'est le tourisme. Le tourisme, l'agriculture et la pêche. Voilà les trois projets phares. Votre présence à Paris, Monsieur le Président, lors de cette conférence, a été marquée par des manifestations de la diaspora comorienne en France. Cette diaspora, elle représente 400 000 personnes, c'est considérable. Comment vous réagissez à ces manifs ? C'est tout à fait leur droit le plus absolu. Maintenant, je n'ai pas senti les revendications. Ce que j'ai senti, Azali, sors-toi de là, que je m'y mette. Mais ils n'ont pas un programme à proposer. Alors cette diaspora, elle demande notamment le droit de vote aux prochaines élections législatives de janvier prochain. Pourquoi vous ne voulez pas lui accorder cela ? Non, c'est pas moi. La loi qui a accepté que les diasporas puissent voter, il a été voté depuis 2012. On ne l'a jamais concrétisé. Donc cette fois-ci, quand ça a été posé, le problème, c'était un peu tard parce que les élections c'est en janvier, parce qu'il ne suffit pas de signer, il y a des dispositions à prendre ici. Donc on a mis en place un comité pour prendre l'exemple des autres diasporas. Mais pour les élections de janvier, c'est trop tard. Autre manifestation, celle des femmes. Samedi dernier, c'était à Moroni. 17 d'entre elles ont été arrêtées. Pourquoi interdire des manifestations qui sont autorisées par la Constitution ? Elles n'ont pas été interdites. Ils ont été libérés. On m'a dit qu'ils ont été libérés. N'ont pas été interdites. Mes prédécesseurs avaient interdit. Mais aujourd'hui, on a dit que les manifestations ne sont pas interdites. Il faut demander. Est-ce qu'ils ont demandé à la manifestation ? Ça, je ne sais pas, parce que c'est à Moroni. Il faut demander. Ce que dit l'opposition, c'est qu'il ne faut pas demander, il faut juste informer. Non, c'est pas vrai. Il y a une préfecture, il faut demander à la préfecture. À l'opposition de ce qu'il veut. Il faut demander à la préfecture et la préfecture prend les dispositions pour qu'effectivement ça se passe en sécurité. Aux législatives de la fin du mois de janvier, l'opposition accepte de participer si vous garantissez un scrutin libre et transparent. Pourquoi ne faites-vous pas les réformes nécessaires pour rassurer vos opposants ? Mais les réformes, il faut qu'ils viennent discuter. Combien de fois j'ai tendu la main pour qu'on vienne discuter, ils ne viennent pas venir. Ce que j'ai dit aux opposants, je dis, si vous voulez quelque chose, ayez la gentillesse de m'écrire. Mais ne croyez pas que moi je vais lire Facebook et lire les réseaux sociaux pour vous répondre. Mais si vous voulez m'écrire, écrivez à Monsieur le Président. Et là, je vous rassure que je vais vous répondre. Donc s'ils veulent bien, on peut discuter. Mais Monsieur le Président, si vous n'arrivez pas à convaincre l'opposition d'aller à ces élections, est-ce que les Comores ne risquent pas de tomber dans les travers d'un régime sans contre-pouvoir ? Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin ? Mais le Comores ne peut pas faire l'exception. Au Bénin, il y a des élections, l'opposition a refusé de venir, l'Assemblée a été votée, il est en train de travailler.
Est-ce que l'image de votre pays ne sera pas ternie si jamais demain votre Assemblée nationale est monocolore? Ils ne sont pas tenus, ils ne sont pas venus. Est-ce qu'on ne risque pas de dire que les Comores retombent dans les travers d'un régime En tout cas, à parti unique? On a toujours dit. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais est-ce qu'avec le dialogue, ça ne peut pas s'arranger? Ah oui, c'est mieux le dialogue, mais vous voulez que je le force à venir? Combien de fois j'ai tendu la main? Comment voulez-vous que je discute avec des gens qui ne reconnaissent pas que je suis président? Donc c'est le préalable que vous posez. C'est la moindre des choses. Comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui a été élu, reconnu par la communauté internationale? La communauté internationale est venue à l'investiture. Je suis allé au ONU, à l'Union africaine, et qu'aujourd'hui, ils sont dans un comité national de transition. Je leur dis, écoutez, la Constitution a maintenu une belle place à l'opposition. La nouvelle opposition maintenant, il aura des droits. Mais organisez-vous et venez discuter. On a besoin de l'opposition. Depuis plus d'un an, l'un de vos prédécesseurs, le président Ahmed Abdallah Sambi, est en prison. Il est poursuivi pour corruption et détournement de fonds publics présumés. Mais aujourd'hui, sa santé se dégrade. Vous êtes sûr? Bon, la vérité, c'est que son médecin a donné un diagnostic, effectivement. Mais le parquet, la justice, ils ont des médecins qui retournent dans les prisons, mais Sambi n'est pas en prison, de toute façon, il est chez lui. Il est en résidence surveillée. Ah oui, mais il est chez lui. Effectivement, un médecin qui est envoyé par le parquet, il a dit que non, c'est pas nécessaire de l'évacuer, mais c'est pour vous dire que ça ne me regarde pas. Donc si aujourd'hui le parquet et les médecins pensent que Sambi doit aller se soigner, c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème pour moi. On lui doit le respect d'ancien président. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Sur le plan de la santé et de l'humanité, il n'y a pas de problème. La question de Mayotte. En juillet dernier, vous avez signé un accord avec votre homologue Emmanuel Macron. La France vous accorde une aide de 150 millions d'euros. Votre gouvernement, de son côté, met un coup d'arrêt aux traversées illégales de migrants entre Anjouan et Mayotte. 6 mois après, quel est le premier bilan que vous tirez de cet accord ? Non, il ne faut pas confondre. Cette coopération entre la France et les Comores, elle date depuis l'indépendance malgré ce contentieux. Donc il ne faut pas venir aujourd'hui comparer les 150 millions d'euros par rapport au port de Mayotte, ça n'a rien à voir. Par rapport au port de Mayotte. Donc là, on a mis en place un comité pour la question de Mayotte. Ce contentieux malheureux qui dure depuis 45 ans pour essayer d'en trouver une solution. Moi, je dis que Mayotte est comorienne et c'est pas moi qui le dis seul. Il n'y a pas un Comorien qui ne va pas répéter Mayotte comorienne. Le droit international le reconnaît. Les Français disent que Mayotte est française. Mais maintenant, c'est à nous, vis-à-vis de cette relation entre nous et la France historique, et puis aussi 400 000 Comoriens qui sont en France. Donc c'est une relation qui doit être fructifiée, qui doit être apaisée parce qu'on a tout à gagner. Donc là, effectivement, ce problème de Mayotte, on va l'étudier. Il y a quand même un apaisement pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème de Mayotte. Et sur la question des traversées de migrants entre Anjouan et Mayotte, où est-ce qu'on en est alors ? C'est pas des migrants, c'est des Comoriens qui veulent aller chez eux. Et où est-ce qu'on en est ? Ce qu'on en est, c'est qu'il y a un aspect sécurité, que j'en suis responsable. Je ne peux pas laisser aujourd'hui des Comoriens prendre une pirogue de 4 places, prendre 40 Comoriens pour partir. Parce qu'ils vont chez eux, c'est vrai. Mais il faut que nous, on assure la sécurité de ces gens-là. Et ça, c'est la même chose que le pirogue qui doit partir sur Moïli ou sur Anjouan. Donc pour nous, c'est une question de sécurité dans la circulation des personnes entre les îles. Alors il y a la question des personnes qui vont d'Anjouan à Mayotte. Donc c'est un mouvement sur lequel vous allez, pour des raisons de sécurité, assurer un contrôle, si je comprends bien. Tout à fait. Et puis il y a la question des gens qui sont arrivés à Mayotte et que la France veut expulser. Emmanuel Macron a dit en octobre, c'était lors de son dernier passage à Mayotte, que la France allait expulser 25 000 personnes de l'île de Mayotte d'ici à la fin de cette année. Est-ce que ces expulsions ont commencé ou pas ? Non, mais ça, on va en discuter. Pourquoi il y a des Burundais, des Malgaches, des Congolais et des Rwandais à Mayotte? On ne veut pas les expulser, mais on veut expulser les grands Comoriens, les Mouiliens, les Anjouanais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, non? Ils sont beaucoup plus nombreux, mais je vous dis, ils ne sont pas. Ils travaillent, ils servent là-bas. Et c'est pourquoi, effectivement, il va falloir qu'on discute ensemble. Aujourd'hui, un Moélien, un grand Comorien, un Anjouanais qui est à Mayotte, qui veut retourner de son plein gré, il n'y a pas de problème. Mais que jour dont le force à partir alors qu'il n'y a pas une raison. Est-ce qu'il a agressé quelqu'un? Est-ce qu'il a fait un mal quelque part? Et c'est là l'objet des discussions entre nous et les Français et les Mahorais par rapport à cette question. Vous invoquez le droit international. Est-ce que vous comptez sur des alliés sur la scène internationale pour régler ce problème? En fait, aujourd'hui, le dialogue qu'on fait, nous, on voudrait convaincre les amis de la France, qui sont encore nos amis, pour essayer effectivement à ce qu'ils convainquent nos amis français que leur intérêt, c'est d'avoir un pays uni pour l'intérêt de la France. Et quand vous parlez des amis de la France, à qui vous demandez d'intervenir? Vous pensez à qui en particulier? Je pense à surtout les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, aussi les États-Unis.
Moi, c'est quand même des amis de la France. Bon, un jour, j'ai voulu compter sur les Anglais, mais eux aussi, ils ont des problèmes, même pas que la France. Je pense que ce serait difficile aux Anglais d'être intermédiaires alors qu'ils en ont les mêmes problèmes. Mais nous, dans l'océan Indien aussi. Ah oui, tout à fait. Donc, on compte sur des grands pays amis de la France africaine, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée. Bon, ce sont des gens avec qui on peut discuter pour essayer de voir comment, ensemble, on peut trouver une solution à ce problème-là. Et le fait que le président Macron ait accepté il y a 6 mois de discuter de l'avenir des îles Éparses avec Madagascar, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un bel espoir pour nous. Ça veut dire qu'il va accepter qu'on discute des problèmes de Mayotte. Mais pour l'instant, il ne l'a pas accepté. Oh, bon, mais il a beaucoup de temps devant lui. Donc peut-être demain, après-demain, il va accepter. Monsieur le Président, merci.